Eh bien, bonsoir, oui, parce que maintenant il fait nuit. Bonsoir à tous. Donc, je suis ravie de venir animer cet atelier, donc préparer sa reprise professionnelle. Donc, c'est vraiment un atelier dédié aux personnes qui sont en arrêt maladie et qui ont pour projet de reprendre leur métier. Je suis la présidente de l'association Énergie Boost. Juste, je vais vous présenter rapidement notre association. Nous intervenons, en fait, nous accompagnons. Donc, nous sommes des coachs professionnels diplômés expérimentés. Nous intervenons pour accompagner le maintien ou le retour à l'emploi. Donc, après soit une longue absence, typiquement un cancer, un burn, ou des absences répétées, typiquement les maladies chroniques digestives. Une équipe de coachs professionnels, nous intervenons soit au travers d'ateliers collectifs, un atelier comme aujourd'hui, des sessions en petits sous-groupes ou des coachings individuels. Euh, nos valeurs, bienveillance, respect, générosité, dynamisme, mais avec ce petit symbole un peu de l'infini, parce que pour nous, c'est notre boucle de l'énergie. Le fait d'accompagner, nous donne l'envie de continuer à mener nos actions d'accompagnement. Alors, nous accompagnons dans trois types de situations et aujourd'hui, c'est vraiment ce qui apparaît en jaune sur l'écran, c'est vraiment préparer la reprise du travail quand on a été absent. Nous pouvons également accompagner alors j'ai noté l'envie de changer d'emploi, c'est effectivement quand la question du sens du travail intervient, quand on a été confronté à une maladie lourde, à des maladies chroniques et on se pose la question parfois du sens de la vie, voire du coup du sens du travail. Donc on travaille sur des projets professionnels. Et le dernier cas de figure, c'est quand malheureusement, le fait d'avoir été absent, où il y a eu une réorganisation, une transformation, on est obligé de changer d'emploi. Donc là, il faut retrouver un nouvel emploi. Alors, pour mieux profiter de l'atelier, comme nous sommes peu nombreux, vous pourrez sans aucun problème poser vos questions. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller vous mettre en mute tout de suite, enlever vos notifications de téléphone, mais c'est juste pour que l'échange soit le plus confortable possible. Donc, l'atelier qui est enregistré, Stéphanie vient de vous le préciser. Enfin, et seule la partie qui ne sera pas spécifique, personnelle, pourra être intégrée. Euh, Toujours dans la règle d'un atelier, respect, bienveillance, écoute active entre nous et notre atelier va durer 1 heure. C'est bien cela, Stéphanie? On est parti sur un format Oui, d'une heure. OK, c'est ça. parfait. En nota bene, on n'est pas là pour fournir des conseils médicaux ou des recommandations. Nous sommes des coachs professionnels diplômés, mais nous ne sommes pas des médecins. Alors, dans cet atelier, nous allons parler de la situation actuelle. Donc, est-ce que vous êtes en arrêt maladie? Quel est votre lien avec l'entreprise? Et nous allons parler de comment préparer et réussir sa reprise, que ce soit préparer des entretiens ou définir les modalités de reprise. Et j'ai la chance d'avoir à mes côtés, mais à distance, puisque nous ne sommes pas assises l'une à côté de l'autre, Audrey, qui est présente à l'atelier. Audrey, que j'ai accompagnée, et nous avons trouvé toutes les deux intéressant qu'Audrey puisse témoigner un petit peu dans toutes les thématiques et les questions que je vais aborder, ce qui s'est passé pour elle, puisque Audrey, vous avez été concernée par un arrêt maladie et une reprise. Ouais, tout à fait. On va pouvoir détailler tout ça. Ok. Donc encore merci d'être avec nous, Audrey, Bah, aujourd'hui. avec plaisir. Oui, Audrey est accompagnée bien sûr dans le cadre de la Fondation Digescience, hein, bien sûr. Je ne l'avais pas précisé, mais c'est ça coulait de source. Alors, justement, quelle est la situation actuelle? Donc, voici un ensemble de questions qu'il est important de se poser, qui va permettre de travailler sur le parcours de reprise. Donc, depuis combien de temps êtes-vous en arrêt? Est-ce que vous avez gardé ou pas un lien avec votre entreprise, avec vos collègues, avec votre RH? Quelle est la qualité de ces échanges? Quel était votre emploi avant votre arrêt maladie? Est-ce que vous savez si vous allez reprendre exactement le même poste, dans le même environnement, collègue, manager? Est-ce qu'une date a été fixée? Et dernier point, est-ce que vous avez une visite de pré-reprise qui est programmée avec votre médecin du travail? Alors là, pour le coup, Audrey, si vous pouvez vous remettre retour vers le passé, pas vers le futur. Quand nous avons commencé l'accompagnement, quelle était votre situation? Si vous pouvez justement illustrer pour qu'on puisse prendre votre cas spécifique.
Oui, tout à fait. Donc, nous, on s'est vu pour la première fois fin août avec Catherine. J'étais arrêtée depuis le mois de janvier, donc 2024. Donc, ça faisait déjà un certain nombre de mois. Ma situation médicale était stabilisée. Donc, j'avais discuté avec mon gastro-entérologue et mon médecin traitant d'une date de reprise. Alors, c'était une date de reprise potentielle, hein, évidemment. On s'était donné la possibilité de la repousser en cas de dégradation de mon état de santé, mais en tout cas, j'avais cette échéance. Donc, à partir de là, la réalité du retour au travail m'est arrivée en pleine face, puisque pendant des mois, je m'étais vraiment déconnectée de la sphère professionnelle pour me concentrer sur ma guérison. Et donc, par l'intermédiaire d'Energy Boost, j'ai pu bénéficier d'un coaching avec Catherine. Donc, ça a été extrêmement positif, hein, j'en détaillerai les contours un petit peu plus tard. Mais en tout cas, ce qui est sûr de manière assez générale, et je pense que c'est le cas de la plupart d'entre nous, hein, c'est qu'il y a une grosse appréhension quant à la reprise, quand on a été arrêté de longs mois, parce que voilà, il s'est passé plein de choses pendant notre absence. Et on se pose la question de comment est-ce qu'on va retrouver sa place au moment où effectivement on est en capacité, en tout cas médicale, de reprendre le travail. Donc, moi, j'avais gardé des liens avec certains collègues et avec mon manager, mais les échanges étaient assez peu professionnels finalement. Il m'appelait pour prendre de mes nouvelles, mais finalement, on discutait assez peu de ce qui se passait dans l'entreprise. Donc, quand j'ai repris, il y a plein de choses qui avaient été modifiées. Donc, il a fallu effectivement se reconnecter à tout ça. Et Catherine m'a beaucoup aidée justement à avoir la bonne posture, la bonne attitude pour pouvoir reprendre dans de bonnes conditions. Mon emploi avant mon arrêt maladie est différent de celui que j'occupe aujourd'hui. Je suis restée dans la même entreprise, mais par contre, j'ai pu discuter avec mon manager, avec le service RH pour pouvoir poursuivre sur un poste qui est davantage compatible avec mon état de santé. Et ça, je ne serais pas arrivée, je pense, à proposer ces changements si je n'avais pas bénéficié du coaching. Donc là aussi, ça m'a vraiment mise en position de force pour pouvoir négocier ou en tout cas discuter avec mon entreprise d'aménagement potentiel. Voilà, et la visite de pré-reprise, oui, avait été programmée puisque c'est légal de toute façon avec la médecine du travail. Et la médecine du travail qui a été aussi d'une grande aide. Alors, ce que je n'ai pas dit et qui a vraiment été un plus pour moi aussi, c'est que pendant mon arrêt maladie, enfin sur la fin de mon arrêt maladie, j'ai fait une demande de RQTH, donc c'est une reconnaissance de qualité en qualité travailleur handicapé. Donc c'est un dossier qu'il faut monter et déposer auprès de la maison départementale du handicap. Quand on souffre d'une maladie digestive chronique, l'acceptation du dossier est quasiment systématique. Malheureusement, les délais d'obtention sont longs. Parfois, c'est entre 6 et 9 mois. Moi, j'ai eu beaucoup de chance puisque j'ai eu un retour de la MDPH 1 mois et demi après le dépôt du dossier. Donc, un retour favorable. Et ça aussi, ça a été extrêmement intéressant parce que ça a permis de reconnaître la maladie comme invalidante, ou en tout cas comme ayant des impacts potentiels sur la vie professionnelle. Et ça a donc été un plus pour discuter avec mon entreprise d'aménagement de mon poste de travail, de mes horaires, etc. etc. Donc voilà, si vous avez la possibilité de faire la demande de RQTH, je pense que ça vaut vraiment le coup, même si c'est un peu fastidieux en termes de démarche administrative, mais d'aller jusqu'au bout. Alors, je vois que Lucie lève la main. Merci Audrey. Et je n'ai pas payé Audrey pour qu'elle dise des choses aussi gentilles. Moi, j'en suis gênée, mais je ferme la parenthèse. Lucille. Vous peux avez quoi comme confirmer, maladie, hein. Audrey, si c'est pas indiscret?
Alors, bah, je suis adhérente à la psy, donc j'ai le syndrome de l'intestin irritable, mais grave, enfin grave. Il peut y avoir effectivement des niveaux de gravité différents. Le mien est vraiment qualifié de sévère. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je pense que le dossier RQTH a été accepté aussi facilement. Parce que c'est pas systématique pour nous pour l'intestin irritable d'avoir Ouais, la RQTH, c'est très variable en fonction des régions. Hmm. Voilà. ouais. Et moi, j'ai mon gastro-entérologue hein, qui est donc professeur au CHU de Bordeaux, puisque j'habite à Bordeaux, et qui a vraiment complété le dossier avec sérieux, qui a énormément argumenté sur mon cas. Et donc, ça a beaucoup aidé pour avoir un avis favorable, évidemment. Super. Alors, je me permets, je reprends la main puisque on a parlé ici, vous avez parlé de la visite de pré-reprise. En fait, la visite de reprise est obligatoire après 30 jours au-delà de 30 jours d'absence. La visite de pré-reprise, elle n'est pas obligatoire, mais elle est vraiment recommandée. Quand on peut avoir cette visite de pré-reprise avec son médecin du travail, vous avez le décret qui apparaît à l'écran. Ça permet effectivement de se dire, d'avoir un échange avec le médecin du travail et d'évoquer plusieurs options. Et dans les options, on a parlé de la RQTH, vous en avez parlé Audrey dans votre cas, et c'est tant mieux si vous avez eu la chance qu'elle puisse avoir abouti en si peu de temps. Il y a la reprise progressive du travail en temps partiel thérapeutique. C'est effectivement ce qui a été votre cas, Audrey. Et sinon, on peut avoir ensuite des essais encadrés sur un même poste ou sur un autre poste pendant l'arrêt ou une formation pendant l'arrêt de travail pour prévoir un nouvel emploi. Donc, le dernier cas de figure, mais ce n'est pas du tout le cas puisque nous parlons du retour à l'emploi, il peut y avoir une option qui est de quitter son entreprise à un moment donné ou d'aller rechercher un nouvel emploi, mais ce n'est pas l'objectif ici, en tout cas de notre atelier, c'est vraiment de se dire comment être en capacité de reprendre son emploi, donc soit son emploi avec une reprise progressive, une formation qui permet d'accompagner, et parfois, on est amené à changer de poste s'il y a une inaptitude médicale au poste actuel. Donc ça, c'est bien le médecin du travail qui va considérer que vous pouvez être inapte à votre poste actuel, ce qui ne veut pas dire être totalement inapte à tous les postes, mais ça peut être envisagé. Alors, pour réussir effectivement sa reprise, on a trois temps qui sont trois temps qu'il faut vraiment préparer et anticiper. Il y a l'amont de la reprise, il y a la reprise et il y a après la reprise. Donc, ce sont effectivement trois temps pendant lesquels, Audrey, nous avons parlé de ces trois temps depuis le mois d'août, mais en amont de la reprise, c'est le temps d'échange avec son manager, avec la RH. Parfois, on coupe les ponts quand on est malade, on n'a pas du tout envie de garder un lien. Parfois, on garde un lien, mais c'est important, juste avant de reprise, de se dire, OK, je vais échanger avec mon manager, je vais échanger avec mon RH, je vais parler de ce que pourrait être l'impact des effets secondaires de mes traitements. Ça peut être la fatigue, pour certains, c'est un peu le brouillard cognitif selon certains médicaments. Définir l'aménagement ou l'adaptation du poste ou des horaires qui seraient nécessaires. Donc là, c'est avant la reprise de commencer à avoir ce dialogue avec l'entreprise. Ensuite, on a le temps de la reprise et on parlera après de l'amont de la reprise, comment se préparer, puisqu'Audrey l'a parfaitement dit, on a souvent beaucoup d'angoisse ou d'inquiétude avant de reprendre. Mais une fois que la reprise est là, ce n'est pas parce qu'on a repris que ça y est, tout est OK. On a ce temps nécessaire d'échange à avoir avec son manager, avec ses collègues, qui permet voilà, de se dire comment l'entreprise a évolué, comment le service a pu évoluer. Parfois, on n'a plus les mêmes collègues, on n'a plus le même manager, il y a des nouveaux projets en cours, les priorités ont changé. Donc, c'est important de consacrer du temps de consacrer du temps alors que pour l'équipe, on revient et c'est un peu le piège de l'évidence parce que eux baignent en permanence dedans. Donc, pour eux, c'est naturel que la priorité de l'entreprise ait pu évoluer, que l'équipe ait pu changer. Donc, ce temps-là est vraiment nécessaire, ce temps d'échange et d'oser poser des questions, de demander ce qui a bougé, parce que l'équipe en cours, elle est vraiment dans son environnement qui lui semble standard, mais qui, au bout de plusieurs mois, a pu fortement évoluer.
Alors également, il y a un point qui est important pendant la reprise, il faut accepter que l'entourage professionnel, parfois, il peut sembler manquer d'empathie. Il est juste très content que vous arriviez. Bon, ben c'est bon, t'es revenu, parfait, on va démarrer, voilà les projets. Et ça, en fait, il peut y avoir on va dire, deux explications possibles. La première, c'est ben, j'ai l'impression que la personne revient là en pleine forme et hop, 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 on va pas parler de ce qui s'est passé avant. Mais si on tire un fil, parfois, c'est simplement qu'on a en face de nous des personnes ben, qui ont peur de la maladie, qui ne vont pas oser demander comment vous allez, parce qu'il y a cette forme d'appréhension qui les rend un peu en manque total d'empathie, très froid. Et donc ça, ce n'est pas agréable. Donc il faut se préparer à avoir autour de soi des personnes qui parfois vont sembler manquer d'empathie. Quand on accompagne des entreprises, justement, qui ont des personnes qui ont été absentes depuis longtemps, quand on accompagne un manager qui va accueillir de nouveau un collaborateur, clairement, on leur fait travailler leurs attitudes, la disponibilité, l'écoute, euh, donner le temps à la personne qui revient de parler, de prendre le temps d'accueillir et d'avoir plutôt des verbatims ouverts comme bah, je suis contente de te revoir, qu'est-ce que je peux faire, tu peux compter sur nous, plutôt que bon, bah, ça y est, c'est bon, bon, ça aurait pu être grave, hein, c'est pas trop grave, donc c'est bon, tout va bien. Et puis, le moral, c'est 90% de la guérison et de l'intégration. Donc, on a en face en fait, deux ressentis qui ne sont pas les mêmes. Et le fait de s'y préparer, ben, ça permet en tout cas de ne pas être affecté profondément par ces réactions qui semblent manquer d'empathie, mais qui parfois parlent juste de la façon dont la personne est à l'aise ou pas avec la maladie. Et le troisième point qui est important quand l'on reprend, c'est la reprise. C'est après la reprise, parce que c'est pareil, on peut vite se retrouver le nez dans le guidon. Et si on ne prend pas le temps de planifier des points d'étape ou des rendez-vous, des réunions avec son manager ou avec l'équipe, on peut rentrer dans ce tunnel un petit peu de reprise et on peut ne plus du tout être à l'écoute de ce qui se passe pour soi, de la façon dont on a été intégré, de la façon dont les relations se passent avec l'équipe. Et c'est important de boucler cette boucle également après la reprise, d'avoir ces temps d'accueil. Audrey, est-ce que vous avez sur ce slide des commentaires ou un retour d'expérience à partager? Oui, alors je peux effectivement présenter un petit peu ce qui s'est passé pour moi. Donc en amont de la reprise, j'ai eu la possibilité d'échanger avec le service RH. Donc encore une fois, on avait préparé cet entretien avec Catherine, donc j'étais assez confiante finalement sur le déroulé de ce dernier. La plus grosse difficulté, je pense, c'est de parler de la maladie. Parce que, enfin, surtout une maladie digestive, hein, ça reste tabou. Donc, on est obligé d'en dire un peu, mais on n'a pas envie non plus de tout dévoiler. Donc, en dire un peu pour effectivement pouvoir calibrer la sévérité des symptômes et l'impact qu'ils peuvent avoir sur la vie professionnelle. Et après, il y a des choses voilà, sur les symptômes même de la maladie qu'on n'a pas envie de dévoiler. Donc, il faut voilà, bien doser et donc préparer le discours. Et c'est ce qu'on a pu faire avec Catherine. Après, au moment de la reprise, donc moi j'ai repris effectivement à mi-temps thérapeutique et je suis toujours à mi-temps à l'heure actuelle. Donc ça, c'est extrêmement intéressant pour deux raisons. La première, c'est que ça permet de remettre un pied à l'étrier de façon très progressive. Et la deuxième raison, c'est qu'on a du temps quand même pour pouvoir continuer notre suivi médical. Quand c'est un suivi médical rapproché, 2, 3 consultations par semaine, il faut du temps. Et puis, ce temps pour se reposer aussi, puisque au-delà de la maladie, vient se rajouter la pression professionnelle qui fatigue. Donc, la reprise à mi-temps, c'est vraiment un dispositif qui est très, très intéressant. La vision des collègues, effectivement, il y a ceux qui font comme si rien ne s'était passé. Donc, qui vous sollicite comme si vous aviez repris à fond, à temps plein, etc. Il y a ceux qui n'osent pas trop, justement, parce que vous êtes devenu une petite chose fragile.
Donc, ils n'osent plutôt plus rien vous demander ou voilà, plus du tout vous mettre de délai, de choses comme ça. Donc, il faut faire avec ces différents tempéraments et ces différentes réactions. Voilà, il y a ceux qui osent parler de la maladie parce qu'eux-mêmes ont une maladie chronique ou quelqu'un dans leur entourage qui souffre d'une maladie, donc pour qui c'est assez naturel d'en parler, et d'autres qui effectivement n'osent pas. Donc voilà, il faut respecter, je pense, les points de vue et les positions de chacun. Et l'après-reprise, c'est vrai que c'est important parce qu'une fois qu'on a remis le pied à l'étrier, bon, on va dire que l'entreprise continue à évoluer. Donc nous, il faut suivre le rythme, mais c'est important de pouvoir prévoir ses points d'étape avec son manager. Donc moi, j'ai expérimenté une nouvelle chef puisque pendant mon absence, mon ancien manager a changé de poste. Donc, il y a une nouvelle personne qui est arrivée de l'extérieur. Hein, c'était quelqu'un qui ne faisait pas partie de l'entreprise et qui a pris sa place. Donc, je ne savais pas du tout à quelle sauce j'allais être mangée. Donc, il a fallu effectivement qu'on fasse connaissance et puis qu'on puisse automatiser ou en tout cas voilà, mettre en place des points réguliers pour échanger sur mes conditions de reprise, sur mes avancées, sur les différents dossiers, les différentes missions qui sont les miennes. Et ça, c'est vraiment important parce que moi, ça me permet d'avoir une ligne de conduite, de savoir que je suis redevenue un élément important dans le fonctionnement de l'équipe. Et voilà, ça fait vraiment partie du processus de réinclusion. Donc voilà, le rôle du manager, il est important vis-à-vis de la maladie et puis pour optimiser les conditions de reprise. Merci Audrey. Je voudrais rajouter quelque chose. Quand on a un manager qui est malveillant, j'ai envie de dire, Oui, c'est très compliqué par contre. Parce que pour lui, c'est limite, vous avez fait durer votre arrêt parce que voilà, vous aviez envie. Enfin, c'est vraiment. J'ai pu le vivre. Heureusement, j'ai changé de boulot depuis, mais c'est très, très, très compliqué parce que ben, on a la maladie, on fait avec, et en plus, on a le coup de pelle qui arrive par le manager, en fait. c'est clair. Et moi, ça a été très, très, très compliqué de poursuivre, si bien qu'au bout d'une semaine, j'ai pris tous mes congés et puis je suis jamais revenue, quoi. Voilà. Mais, effectivement, si l'environnement est bienveillant, comme ça a pu l'être pour Audrey, l'ARH, le management, c'est beaucoup plus facile. Mais effectivement, quand vous avez malheureusement un manager qui n'est pas bienveillant et qui ne reconnaît pas les impacts de la maladie, les difficultés, euh, une des solutions, c'est de voir quel autre emploi vous pouvez occuper pour pas vous rajouter du stress et de l'angoisse avec un environnement qui n'est pas agréable. Mm. Et J'ai, pardon, en visite, enfin en rendez-vous de pré-reprise avec la DRH, on m'a clairement dit, bah, vous réintégrerez pas le service, quoi. Alors, mais d'une façon, c'était vraiment, bah, vous pouvez pas revenir à votre poste, on veut plus de vous, quoi. On vous jette. Donc, c'était vraiment, comment dire, bah, heureusement que j'ai trouvé ailleurs rapidement, parce que sinon, Oui. je serais reparti en arrêt, quoi. Mm. euh, Stéphanie, non, pardon, Emmanuel, Emmanuel. puisqu'on est dans la reprise, bah, je voulais poser une question en fait à Audrey. Elle était en arrêt pendant 6 mois. Elle a dit tout à l'heure qu'elle avait gardé un contact avec des collègues et puis son manager. Bon, les échanges n'étaient pas forcément professionnels. Moi, la question que je voulais te poser, à quel moment tu as senti que tu pouvais reprendre? Voilà, parce que moi, pour parler de mon cas, en fait, je suis en ALD, j'ai une RQTH depuis une dizaine d'années maintenant. Je suis en arrêt depuis plus de 3 ans. Je suis passé en invalidité depuis janvier.
Je suis dans une grosse entreprise qui a toujours été bienveillante pendant les 3 ans d'arrêt de travail. Et depuis que je suis passé en invalidité, je suis en suspension de contrat de travail, sans activité. Et ça engendre pas mal de choses. C'est-à-dire que ma messagerie professionnelle, ils l'ont désactivée, enfin, elle est désactivée, puisque je ne suis plus payé par l'entreprise, par une prévoyance entreprise et par la CPAM. Je dois restituer un véhicule de fonction, mais ça c'est normal. J'ai 6 mois pour le rendre. Et depuis, ce qui me chagrine un petit peu plus, c'est que moi qui ai conservé toujours une communication ouverte et transparente, on avait échangé avec Catherine à ce niveau-là, bah, je sens que c'est un peu plus discret, quoi. Depuis janvier, je sens que c'est... Enfin, je sais pas. J'envoie des mails en disant, voilà, j'aimerais bien faire des points d'étape comme on avait dit jusque décembre 2024. Et là, je sens que c'est un petit peu plus, un petit peu plus discret, un petit peu plus réservé. Alors, je sais pas. Je sais pas comment les relancer, comment sans être trop intrusif, à savoir que bon, moi pour le moment, j'ai encore des échéances chirurgicales, euh, donc j'ai pas d'horizon à part peut-être celui de cet été, mais rien n'est acté, quoi. Voilà. Si je Excusez-moi, c'est un peu complet. Non, si je peux me permettre, Emmanuel, et je laisserai Audrey compléter par rapport aux échanges qu'elle avait avec ses collègues. Dans votre cas, Emmanuel, la suspension du contrat, il y a toujours suspension du contrat quand on est en arrêt maladie. C'est normal, puisque vous ne travaillez pas, vous êtes en arrêt maladie. Là, le fait qu'il y ait eu le côté invalidité, peut-être que l'entreprise se dit que vous voulez quitter l'entreprise, mais ce n'est pas votre cas. Donc, aujourd'hui, vous, dans la posture, c'est vraiment de continuer, bien sûr, d'envoyer vos arrêts maladie et de maintenir le discours. Vous avez envie de reprendre dès que votre santé le permettra, puisque en plus, c'est la réalité, c'est pas du tout fake. Donc, vous allez leur dire que vous voulez reprendre dès que votre santé le permettra. Et on peut tout à fait être en invalidité et travailler. Pas à 100%, mais on peut tout à fait le faire. Donc, peut-être que l'entreprise s'imagine que vous, de votre côté, l'invalidité, c'est on va dire, un symbole du fait que vous voulez plus travailler dans l'entreprise, mais vous pouvez continuer de leur dire, j'ai bon espoir, une fois que les chirurgies seront passées et que je serai en capacité, j'ai envie de reprendre et je veux continuer, je suis toujours en arrêt. Donc, vous pouvez garder effectivement ce cap qui est le vôtre, de la transparence et de la franchise et continuer d'envoyer vos arrêts maladie, bien sûr. D'accord, très bien. Alors, moi, pour compléter de façon très en pratico-pratique, c'est vrai que j'avais des relations, enfin des échanges téléphoniques avec mes anciens collègues, parce que voilà, il y avait un vrai lien qui s'était instauré au fil des années de collaboration. Donc voilà, ils prenaient des nouvelles régulièrement. Et de la même façon, mon manager, même lorsqu'il a changé de poste, a continué à m'appeler à peu près tous les 15 jours, 3 semaines. Alors moi, j'ai été très embêtée parce que j'avais du mal à lui donner une échéance quant à ma date de reprise. J'étais sur un poste à responsabilité, donc lui m'a annoncé au mois d'avril, donc j'étais en arrêt depuis début janvier, m'a annoncé au mois d'avril qu'il lançait un recrutement pour me remplacer, parce qu'il avait absolument besoin de quelqu'un sur le poste. Donc avant de publier l'annonce, avant de faire quelques démarches que ce soit, il m'a prévenu. Donc sur le moment, je ne l'ai pas très bien pris, mais comme j'étais très malade, je me suis dit, bon, de toute façon, là, il faut que je me consacre à la guérison et puis le volet professionnel, on verra après. Mais par contre, il m'a vraiment rassurée sur le fait que j'aurais quelque chose à mon retour. Il me l'a écrit, il me l'a dit plusieurs fois oralement. Il m'a même dit, voilà, moi pareil, je suis dans une très grande entreprise, donc il y a tout plein de dispositifs d'accompagnement pour les personnes dans notre cas, et j'ai cette chance-là, et je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Mais voilà, je savais que de toute façon, j'aurais un poste à mon retour, que mes conditions salariales, avantages et tout ne seraient pas modifiées non plus. Mais par contre, je savais pas du tout ce que j'allais faire. Et ça, c'est vraiment source d'inquiétude parce que
Parce qu'on a du mal à se projeter, on a du mal à anticiper la reprise dans de bonnes conditions. Et c'est là où vraiment le coaching, moi, a été hyper salvateur. C'est-à-dire que finalement, quel que soit ce qui m'attendait au bout, j'étais prête, grâce au coaching, à reprendre le travail. D'accord. C'est apprendre à vivre avec l'incertitude, en Mm. fait. Et ce qui est compliqué, parce que en ayant été en dehors du travail pendant plusieurs mois ou semaines, le fait de reprendre est forcément un peu anxiogène et on aimerait pouvoir se rassurer en disant, de toute façon, je connais mon poste. Mais là, il faut... C'est un petit peu, on en avait parlé, la métaphore du dirigeable, hein. On n'a pas Mm. un avion avec un moteur, on active le moteur, on sait où on va. Le dirigeable, on est obligé d'être porté par les vents, qui parfois sont pas ceux que l'on espérait, mais c'est simplement d'accepter. Et cette acceptation fait qu'il est un peu plus facile après de pouvoir envisager des éléments différents. Ben, c'est ce que disait Audrey, hein, c'est-à-dire que Oui. bon, moi, c'est à peu près la même situation que toi, Audrey, hein, je me permets de te tutoyer. Oui, oui, bien sûr. La société s'est réorganisée l'année dernière et ben, mon manager, il est plus là. Il est plus Mhm. là, il est parti en CA, en retraite anticipée, en fait, et donc le service a complètement été restructuré. Et mon poste a été pourvu avec la restructuration. Donc moi, je suis parti, j'étais éducateur aux écoles, et puis quand je vais revenir, eh ben, je sais pas où je vais atterrir. Ce que je sais, c'est que je veux plus aller au commerce, donc ce que j'ai fait pendant des années. Donc bon, voilà. Mais comme tu disais très justement tout à l'heure, c'est-à-dire que les choses avancent tellement vite, eux, de leur côté, que Mm. bon, c'est un peu, en effet, perturbant. Bon, Là, il faut se dire, ben voilà, on est dans un dirigeable, on ne sait voilà, pas où on va aller, ça mais m'étonne très bien. on est préparé et on essaie d'aller dans le sens qui nous convient le mieux. Alors, je vais Audrey nous a parlé tout à l'heure du côté angoissant qui est tout à fait naturel quand on a été absent longtemps avant de reprendre. Donc, un des éléments clés pour mieux réussir son retour, c'est d'être vraiment à l'écoute de ses émotions. Donc, quelles émotions ressentez-vous? On sera plutôt plus du registre de l'anxiété ou de la peur que de la joie. Il peut y avoir un peu de tristesse aussi, mais c'est d'aller se connecter à ces émotions, d'être en capacité de reconnaître que l'on peut avoir des craintes sur l'impact de la maladie, parce que parfois on a envie d'être Wonder Woman ou Superman en disant non, 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 j'ai pas de crainte. Cette question, comme l'abordait tout à l'heure Audrey, est-ce qu'on se sent à l'aise de parler de sa maladie ou pas? Parce qu'avec le côté parfois un peu tabou de la maladie chronique digestive, j'ai déjà accompagné des personnes qui n'en avaient jamais parlé parce qu'elles n'osaient absolument pas en parler. Et donc c'est important de pouvoir en parler simplement, le simplement étant d'expliquer les symptômes un peu comme une grosse gastro, d'expliquer ce que l'on peut avoir, mais sans rentrer ni dans le détail, ni d'avoir un blackout total qui fait que les collègues vont se dire tiens, cette personne vient jamais avec nous, déjeuner avec nous, vient pas en dehors. Du coup, ils vont l'interpréter comme envie d'être totalement à côté du collectif, alors que c'est pas le cas. C'est plus de et donc on monte comme ça dans un cercle qui est pas du tout vertueux. Et c'est important de se dire, de se poser la question, qui est un des éléments quand on travaille les émotions, de quels sont ses besoins. Est-ce qu'on a besoin de se sentir intégré? Est-ce qu'on a besoin de relations? Donc, c'est vraiment de faire tout ce travail autour des émotions. J'ai juste mis un petit nota bene, c'est que Stéphanie, on a prévu de mémoire en novembre un atelier qui va parler, qui va traiter justement de ce sujet des émotions, de la communication, des fondamentaux, on va dire, de la communication non violente qui a rien à voir avec la gestion de conflits, hein, mais c'est simplement comment mieux communiquer avec les autres. Donc, sont vraiment toutes ces questions, et sont des questions que l'on a abordées avec Audrey quand on a préparé ces entretiens, que ce soit les entretiens avec la RH, avec le management et le retour, c'est euh, d'être connecté à ce que l'on ressent. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on met un couvercle dessus en disant c'est pas grave, je n'en tiens pas compte, mais c'est vraiment de pouvoir être connecté pour travailler de façon plus sereine et plus apaisée.
Alors, un point important également, qui est de se dire, de savoir quelles sont les personnes ressources sur lesquelles on peut compter. Dans certains cas, c'est son environnement professionnel. Ça n'a pas été le cas pour vous, Lucille, mais pour certains, ça peut être dans son environnement professionnel. Audrey, ça a été le cas pour vous. Je pense que, Emmanuel, vous avez aussi des personnes ressources sur lesquelles compter. C'est dans Mhm. son environnement familial, amical, bien sûr, dans le corps médical. Ça peut être au sein de la Fondation Digescience. Et puis, il y a 3 points de suspension parce que je n'ai pas cité tous les différents environnements. Mais peut-être pour vous, si ça ne vous embête pas, Audrey, est-ce que vous pouvez nous dire quelles seraient pour vous ces personnes ressources qui ont été importantes dans votre reprise et qui font qu'aujourd'hui, cette reprise s'est bien passée? Bah, en fait, elles sont nombreuses et c'est vrai que c'est important de pouvoir compter sur l'environnement familial, évidemment, hein, puisque c'est quand même la base. Ils nous voient pendant des mois et des mois dépérir, c'est un peu ça, hein. Effectivement, quand la date de reprise approche, je pense que l'appréhension que l'on ressent, ils la ressentent aussi, puisqu'ils nous ont vus au plus bas. Donc, certes, il y a la reprise, elle sonne aussi une amélioration de l'état de santé, mais on reste fragile. Donc, voilà, il y a la famille qui est là pour nous encourager, pour nous soutenir. L'environnement professionnel, j'en ai parlé. Alors, le corps médical, moi, que ce soit mon gastro-entérologue, mon médecin traitant, j'ai vu une psychologue du travail aussi, qui m'ont beaucoup aidé. Bon, Catherine, j'en ai parlé, hein, Energy Boost, ça a vraiment été, je pense, la clé en termes de préparation de la reprise. Les associations de patients aussi. Donc là, je vois Lucille qui représente la psy. Moi, pour la constitution du dossier RQTH, j'ai été aidée par Agnès, qui fait partie de la psy aussi, et qui est spécialisée justement dans la partie RQTH. Donc, elle m'a envoyé pas mal d'études cliniques, de pièces justificatives qui peuvent venir étoffer le dossier. Donc voilà, si on cherche bien des personnes ressources, il y en a plein, mais voilà, il faut faire la démarche d'eux. Et moi, je suis vraiment ravie parce que voilà, je pense qu'elles sont toutes complémentaires. Il faut oser. Il faut oser, ouais. En fait, il faut aussi oser aller voir les personnes ressources et qui, donc une envie, c'est d'aider, mais parfois on veut être fort et on n'ose pas, ou on n'ose pas, on a peur de déranger. Donc c'est vrai que Mm. ça fait partie de l'écosystème, c'est un point très important de l'écosystème du retour. Et donc là, ça doit être un des derniers slides, c'est de se poser la question, et ce sont des questions bien sûr que nous nous sommes posées avec Audrey, en se disant, alors comment est-ce que je vais parler de... Enfin, on peut décider de ne pas parler de sa maladie, mais si vous décidez d'en parler, comment je vais en parler avec mes collègues, avec mon manager? Et en face, j'ai mis, c'est quelle est la perception? Comment on imagine que vont réagir le manager ou le collègue si on se met dans leurs chaussures? Qu'est-ce que cela pourrait avoir comme impact sur eux? La même façon, si je parle de l'impact de la maladie, je ne peux plus faire de déplacement professionnel ou autre, comment j'en parle? Quelle serait la perception du manager, des collègues sur ce sujet? Est-ce qu'on a envie, est-ce que vous avez envie ou pas de présenter l'impact positif de votre retour? Vous êtes super content de travailler à nouveau, de retrouver des personnes que vous connaissez, que vous appréciez, peut-être des nouveaux projets. À la fois, c'est bien de pouvoir vous-même en être convaincu et d'aller visiter ce côté positif. Et de la même façon, comment bien le communiquer? Et tout à l'heure, on a parlé des mots et des attitudes, parce qu'on a parlé des mots et des attitudes des managers ou des collègues qui peuvent être un peu heurtants ou un peu compliqués, mais c'est aussi de vous dire, est-ce que quand on est soi-même, quand on a peur, parfois la peur, elle se transforme en colère, on peut devenir agressif parce qu'au fond de soi, on a très peur. Donc c'est aussi d'avoir ce regard sur soi et de se dire comment je sens que je vais communiquer, est-ce que c'est juste ou est-ce qu'il y a un fond qui n'est pas juste avec ce que je ressens en ce moment. Donc voilà, ce sont des questions qui sont intéressantes de se poser pour pouvoir à chaque fois faire un peu l'aller-retour en se disant ce que je ressens et quel impact je pourrais avoir sur les autres. Alors, Inou, c'est bon, on est dans le timing, Stéphanie. Oui, dans le timing, impeccable.
Est-ce que vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez aborder, des points à partager? Merci encore Audrey hein, d'avoir partagé votre situation. Euh, Bah, Maintenant, c'est avec plaisir. Euh, oui, moi je reviens justement sur ce que je vous disais tout à l'heure. oui, J'ai pas eu encore d'échange avec le RH. Hein. Alors, comment je vais expliquer le contexte? En fait, j'avais des échanges jusque décembre ou novembre 2024 avec le RH qui faisait partie de la route, qui était oui. mon ancien travail. Mais Mhm. on sait très bien que de toute façon, si je reviens, je ne pourrai plus aller sur la route. Donc ça, c'est acté. Ils savent que, d'ailleurs, je n'ai pas fait le mort puisque je leur en ai parlé depuis l'année dernière, Oui. avant la restructuration. C'est un délégué du personnel qui m'avait dit justement, Emmanuel, ne fais pas le mort. Donc, mais là aujourd'hui, j'ai déjà envoyé quand même des mails en demandant justement de clarifier la situation pour leur dire voilà ce que je voulais, ce que j'avais derrière la tête. Et c'est pas parce que j'étais passé, j'avais changé de statut que je voulais pas revenir dans l'entreprise. Bon, il m'a été répondu par l'assistante sociale, Emmanuel, soignez-vous, hein, parce que le nom de code, vous n'êtes d'aucune utilité si jamais vous ne pouvez pas revenir, quoi, pour le moment. Donc, moi, je pensais, vous me direz, hein, comme je revois mon chirurgien vendredi prochain, j'aurai des dates, j'aurai des échéances et de nouvelles perspectives. Là, je pense que au bout de 2 mois et demi, je pourrais, de 2025, on va dire, je pourrais quand même relancer les RH, quoi, pour leur donner des nouvelles, Mais garder alors, contact. que vous leur donniez des nouvelles, oui, en leur disant. Après, je pense que l'ARH aujourd'hui, tout dépend. Vous attendez quoi en fait, Emmanuel? Est-ce que vous attendez que l'ARH vous dise quand vous reviendrez, voilà le poste que vous occuperez ou ça Ben, allait? disons qu'ils sont toujours en train de me dire, l'assistante sociale que j'ai eue, la seule interlocutrice que j'ai eue en fait début janvier, Oui, elle me dit qu'il faut anticiper. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire je reviens et puis il me faut un poste. oui, Faut que ça se prépare en amont. Donc, oui. moi, c'est surtout pour garder le lien et de leur dire, bon, voilà, peut-être que à la rentrée, ça peut être envisageable, quoi. Voilà. Mais c'est très bien. Mhm. C'est très bien, effectivement. L'assistante sociale, ce qu'elle vous dit, c'est n'envoyez pas un mail pour dire c'est bon, dans 15 jours, je reviens, si ça n'a Mhm. pas été préparé. Vous avez encore une chirurgie qui est prévue. Donc, si vous avez un horizon temps qui semble à peu près, qui bien sûr n'est pas certain, mais qui semble à peu près réaliste, envoyez un message pour dire j'ai vu mon chirurgien, voilà ce qui est prévu en termes de temporalité. Et si tout va bien, je pourrai revenir et c'est à telle échéance. Mhm. D'accord. Et en leur rappelant, puisque c'est votre objectif, que vous avez envie de reprendre, quand, Oui. Mhm. quand le médecin confirmera que vous pouvez reprendre. C'est important que vous redonniez aussi votre intention, Oui, c'est ça. C'est en fait, c'est justement l'intérêt de la chose. Voilà. bien C'est sûr. de donner une intention et pas de se dire, voilà, il est, comme vous le disiez tout à l'heure, Catherine, il est passé en invalidité, donc Non, vous réaffirmez votre intention de reprendre, parce que c'est votre intention de toute façon, donc vous la réaffirmez et puis vous leur écrivez. C'est très bien. très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vérifie dans le chat. J'arrive, j'arrive. Comment on peut, comment dire, vous contacter? Enfin voilà, si on, par exemple, moi je suis relais régional au niveau de la région Nord-Pas-de-Calais, enfin Hauts-de-France.
Est-ce qu'on peut vous contacter si on a un adhérent qui en demande? Comment ça marche? C'est gratuit, c'est payant? Alors, alors aujourd'hui, en fait, les accompagnements sont pris en charge par des subventions qui nous sont données, ce qui permet de pouvoir faire fonctionner l'association. Euh, Parce que donc les accompagnements, quand on est en coaching, on a un premier entretien pour définir l'objectif, pour clarifier que l'on est bien dans un objectif d'accompagnement de retour à l'emploi. Et ensuite, on a entre 4 et 6 séances, tout dépend de l'accompagnement, tout dépend des sujets. Idéalement avant la reprise et un peu après la reprise, pour rappeler qu'il ne faut pas oublier de faire des points réguliers, etc. Parce on a vite le nez dans le guidon. Et c'est important de faire un arrêt sur image, se dire, ah ok, comment ça s'est passé par rapport à ce que j'avais anticipé. Vous aurez, alors je sais, non, après sinon Stéphanie pourra vous envoyer les coordonnées, mais on a un site internet www.energieboost.fr et il y a une page contact sur laquelle vous avez mes coordonnées, mon portable et vous avez la petite adresse contact. Et Catherine, j'ai lu le témoignage d'Audrey, hein, sur le site d'Energy Boost, ou non, c'était un post. Vous parlez d'outils concrets et d'exercices de mise en situation, c'est-à-dire que à partir de quel moment? C'est quand vous jugez qu'il y a une reprise qui peut être réalisée, donc vous faites des Ah ben, exercices. Ben, Vous- la mise en situation, c'est typiquement ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Comment vous allez parler de votre maladie, si c'est le sujet. Comment vous préparez, qu'allez-vous dire à votre RH ou à votre manager quand vous êtes en entretien de pré-reprise. On est sur des mises en situation concrètes sur ce qui va se passer. D'accord, Hmm. ok. Oui, avec des devoirs, entre guillemets, hein, que Catherine m'a donné d'une séance à l'autre. Donc, en fait, on se met vraiment en situation réelle. On se dit, voilà, dans un mois, j'ai un entretien avec la directrice des ressources humaines. Comment est-ce que je vais m'y prendre? Quelle posture je vais adopter? Qu'est-ce que je vais lui dire? Donc tout ça, je l'ai préparé de façon individuelle avec le cadre que Catherine m'a fourni. Et la séance d'après, on travaillait ensemble à l'amélioration un petit peu de ce que moi j'avais pensé. Et c'est ça qui est ultra intéressant, en fait, ces échanges, ces va-et-vient. Et l'avantage, c'est que alors, on est tous les deux dans des entreprises privées. Je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais Catherine, elle connaît bien le monde de l'entreprise privée. Ce qui n'est pas toujours le cas d'un médecin ou d'un qui soit spécialiste ou généraliste ou même d'un psychologue du travail, qui ont des professions qui sont éloignées du monde réel de l'entreprise privée. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié avec Catherine, c'est que voilà, elle connaît très bien, donc elle a vraiment été de bons conseils et des conseils très, très pratiques. Bah, étant donné que moi j'ai pu le fait d'être à l'extérieur de la situation, forcément, ça me permet de faire un retour par rapport au discours qui peut être tenu, à la posture, au fond, de pouvoir faire un échange en disant, ah, moi quand j'entends ça, est-ce que c'est ce que vous avez eu envie de dire ou pas? Donc ça, voilà, ça permet vraiment d'avoir un effet miroir d'une certaine façon, parce que quand on prépare soi-même son propre projet ou discours, ben, on est dedans. Donc on a du mal à se mettre un peu de côté pour regarder objectivement s'il y a des points d'accroche spécifiques. Mm. Et est-ce que vous intervenez auprès des enfants étudiants, enfin des gens qui sont en scolarité plutôt? Alors non, parce que vraiment, alors on est une dizaine de coachs, il y en a une qui accompagne des étudiants, euh, parce que ça fait partie de son spectre d'intervention régulier. Aujourd'hui, dans l'association, on est vraiment sur le maintien ou le retour à l'emploi. Donc ça veut dire qu'on intervient auprès de personnes qui ont déjà eu un emploi et qui, à un moment donné, ont une rupture un arrêt médical, que ce soit pour une maladie, un cancer, un burn-out, un infarctus, des maladies chroniques, mais des personnes qui étaient déjà en emploi. Et quand Catherine, vous parlez de maintien dans l'emploi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, parce que bon, Ma-
pour les personnes qui sont là, je suis coaché hein, par Catherine, hein, j'ai déjà eu des séances, mais bon, ça a été interrompu Parce que vous n'avez pas repris. parce qu'on n'avait pas Voilà. repris. Mhm. Non, mais au niveau médical, il y a de Mhm. nouvelles perspectives avec des temps longs, donc c'est pour ça qu'on a un petit peu interrompu. Mais qu'est-ce que vous proposez pour ce qui est, quand vous parlez de maintien dans l'emploi, qu'est-ce que vous En, entendez par là? en fait, je fais la distinction quand, par exemple, on a un cancer ou un burn-out, on est absent longtemps et quand on revient, c'est un retour sur son poste, mais en général, on n'a pas d'autres moments d'absence. C'est-à-dire qu'on revient d'un cancer, on est en rémission, donc on a été absent longtemps, on reprend son travail progressivement. On a fait un burn-out, on a été absent plusieurs mois, on revient. Une maladie chronique, c'est le maintien parce que la maladie chronique, comme son nom l'indique, revient régulièrement. Les Donc montagnes. voilà, c'est en ça qu'on utilise les deux termes maintien ou retour quand l'absence a été longue. Mais on peut avoir bien sûr les deux, avoir une absence longue et une maladie chronique. Mais voilà, c'est là on utilise ces deux mots pour justement essayer de coller au mieux à ces deux réalités. D'accord. Avez-vous d'autres questions? Non? Alors je vous remercie.